Rebonjour à tous et bienvenue sur cette conférence Mieux connaître les prélèvements pour piloter une démarche de sobriété. Merci d'être avec nous dans le public. Cette conférence est proposée et pilotée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et on les remercie. Alors, faire des économies d'eau, moins prélever dans la ressource, ce sont des impératifs sur lesquels tous les usagers s'entendent sans difficulté. Cette gestion quantitative s'appuie nécessairement sur une bonne connaissance des niveaux d'eau existants et des prélèvements actuels afin d'engager une sérieuse démarche de sobriété. Bien mesurée, donc, c'est un impératif dont nous allons discuter avec nos invités que j'invite à monter sur scène. Ludovic Lanouguère, chef de projet Life Zeus, j'ai bien dit, au sein de l'entreprise Monin. Merci d'être avec nous. Cédric Moriot, chef de service exploitation à la direction du cycle de l'eau à Orléans Métropole. Et Francis Golaz, chargé de mission gestion de l'eau à la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loire. Merci à tous les trois d'être présents à nos côtés pour représenter donc 3 secteurs différents. On va en parler. Je rappelle avant cela que cette conférence est filmée et enregistrée comme les précédentes et comme la suivante. Donc s'il y a des éléments sur lesquels vous voulez revenir, que vous voulez réentendre, ça se passera dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Cyclo. Vous pourrez également faire pause sur les slides qui défileront. Et je précise également qu'il y aura un temps d'échange avec le public. N'hésitez pas à préparer des questions. Le salon Cyclo est interactif. Et là, on aura un petit peu de temps puisque nous sommes 4 sur scène. Donc n'hésitez pas à préparer des questions. Nous allons commencer avec vous, Ludovic Lanouguère. Vous allez nous présenter l'expérience qui a été mise en place dans votre entreprise Monin, qu'on connaît bien pour ses sirops notamment. Et pour les fabriquer, pas seulement pour les boire, il faut de l'eau. Donc vous allez nous expliquer comment vous avez entrepris de baisser cette consommation. Voilà, Merci. vous avez une petite zapette pour nous présenter des éléments. Alors le titre de cette conférence, il tombe à point nommé. Enfin, il est très cohérent avec la démarche qu'on a menée puisque c'est exactement ce qu'on a fait. On a commencé par bien connaître, bien maîtriser, optimiser nos prélèvements et nos consommations d'eau avant d'aller vers ce fameux projet Life Zeus qui finalement est la cerise sur le gâteau. Donc le manque d'eau, c'est un sujet qui est très très d'actualité. C'est pas nouveau, hein. Ceux qui sont des spécialistes de l'eau savent que ça nous pend au nez depuis très longtemps. Et chez Monin, on y est sensible également depuis très longtemps. D'abord pour des raisons pratiques, puisqu'on avait un site en centre-ville. On saturait des réseaux d'eau usée, on rejetait très chaud, très chargé en pollution, etc. Donc depuis très longtemps, on est sensible à ça. Et c'est à l'occasion de la construction de notre nouvelle usine en 2016 que M. Monin a souhaité, 2015-2016, que M. Monin a souhaité zéro rejet, qu'à ce moment-là, on s'est lancé de façon beaucoup plus importante et beaucoup plus structurée dans le suivi de nos consommations d'eau et la construction de ce projet zéro rejet. Alors, quand on a lancé ce projet, on a lancé une démarche globale, le fameux 3R, hein, réduire nos consommations d'eau en optimisant nos procédés, c'est-à-dire comment faire mieux ce qu'on fait déjà. Réutiliser l'eau, est-ce qu'il n'y a pas des eaux qu'on utilise une première fois qu'on ne pourrait pas réutiliser tout de suite après pour baisser les consommations d'eau. Et puis recycler, à l'époque on parlait de projet zéro rejet, maintenant c'est le projet Life Zeus. Donc on a défini, quand on a lancé ce projet zéro rejet, 2 priorités. La première qui était de réduire et réutiliser nos consommations d'eau. Et on verra après la deuxième qui était de travailler sur ce projet zéro rejet. Donc on est passé par des étapes assez classiques que je conseille à tous. En tout cas, tous les industriels, on verra peut-être que dans d'autres secteurs d'activité, la démarche est peut-être un peu différente. On a cartographié nos usages. On a audité et optimisé les usages principaux en premier, mais finalement, on les a tous faits. On a développé des nouveaux procédés ou la mise en place de boucles courtes. Et un point très important sur lequel je ne reviendrai pas dans la suite, c'est qu'on a travaillé sur notre organisation. C'est-à-dire que techniquement, on peut faire plein de choses, mais dans un site agroalimentaire, en optimisant la planification, l'ordonnancement, l'enchaînement des productions, on peut aussi optimiser les consommations d'eau parce qu'on va faire moins de lavage, parce qu'on va faire des runs de fabrication plus importants, etc. Donc la cartographie des usages, c'est des illustrations de tout ce que je viens de dire. C'est un simple schéma des réseaux d'eau de l'usine. C'est bête comme chou, encore faut-il le faire. Alors dans notre cas, on avait de la chance, c'est un peu un cas d'école. C'est un site neuf qui n'est pas non plus tentaculaire comme peuvent être certains sites agroalimentaires. C'est déjà un challenge en soi pour certains industriels. Mais voilà, on met les différents réseaux d'eau, les différentes cuves de stockage, les différentes températures et qualités d'eau qu'on peut avoir sur site. Et puis on place les compteurs. Là. Les points rouges, par exemple, c'est à l'époque et à l'endroit où nous manquait des compteurs qu'il a fallu rajouter
parce que l'étape d'après, elle consiste à... Alors la cartographie, on le fait aussi pour les réseaux d'eau usée. Nous, on était dans une logique zéro rejet, donc il y a la distribution d'eau, et puis après, les réseaux d'eau usée, d'où vient l'eau, où est-ce que je vais la récupérer quand je veux faire ce fameux projet de réutilisation. Et puis, les compteurs, l'étape d'après la cartographie, c'est la mesure des consommations d'eau. Alors, les chiffres ne sont pas lisibles, c'est fait exprès, hein, c'est une image d'illustration, mais c'est notre tableau Excel qui sert encore aujourd'hui au quotidien dans l'usine. Un simple tableau Excel, on peut aller vers de la gestion de data, etc., quand c'est très très difficile, il y en a derrière, mais un simple tableau Excel, une ligne par jour, et on regarde tous les usages. Chez Monin, on fait de la fonte de sucre, on fait du lavage, on fait de la fonte d'acide citrique, on fait de l'eau ingrédient, on fait de la pousse dans les échangeurs, du rinçage, etc. Mais ils sont tous, chaque colonne, c'est un usage. Et on regarde la somme de tous les volumes consommés dans ces usages de façon quotidienne. Et on regarde par rapport aux 2 compteurs principaux à l'entrée de l'usine. Et la dernière colonne, tout à droite, vous voyez, en orange, en vert, c'est combien de pourcentage d'eau on explique au quotidien. Donc chez Monin, on est entre 95 et 98% de la consommation d'eau quotidienne est expliquée. C'est-à-dire qu'on sait exactement à quoi sert l'eau. Ça, c'est déjà pas mal de boulot. C'est déjà plusieurs mois de travail, voire des années sur des sites très complexes. Et c'est déjà des économies d'eau, puisque déjà en faisant ça, on se rend compte qu'il y a des incohérences. Sur un site neuf, on s'est rendu compte qu'on mettait 60 mètres cubes d'eau dans le sol, une vieille canalisation qui datait de l'époque des travaux. Le robinet avait été mal fermé. Ça fuyait dans un regard, le truc impossible à trouver si on ne fait pas ça. Donc c'est déjà vraiment la première étape. Ensuite, on va vers les usages principaux. Dans l'agroalimentaire et dans l'agroalimentaire de process, quand il y a une station de nettoyage en place, la NEP, c'est par là que passe à l'époque plus de 50% de la consommation d'eau du site. Donc forcément, c'est l'usage prioritaire qu'on va chercher à optimiser. Donc on a utilisé des capteurs, on mesure en temps réel, on regarde si on ne peut pas optimiser les temps de lavage, on regarde si on ne peut pas optimiser... avec finalement très peu d'investissement, beaucoup de temps mais très peu d'investissement, des interventions d'automaticiens, des choses comme ça. On n'a pas changé les installations et là encore, on a fait énormément d'économies de lavage. Sur les consommations de NEP, ça a dû baisser de 60% en 3 ans. Donc quand ça représente 50% de la consommation d'eau, c'est assez significatif sur la consommation d'eau totale du site. Pardon, je vous coupe, mais vous dites beaucoup de temps et tout à l'heure vous disiez le tableau Excel, on accumule les données. Combien de temps il vous a fallu pour que ce soit significatif et représentatif, ou là on se dit bon, on peut commencer à agir? Le tableau Excel, il existait déjà avant. C'était déjà une pratique quotidienne. Quand je disais qu'on était sensible, on surveillait déjà au quotidien nos consommations d'eau. On avait des indicateurs. Le nombre de litres d'eau par litre de sirop fabriqué, chez nous, c'est l'indicateur numéro 1. On est allé beaucoup plus loin. On a complexifié ce tableau. On a regardé par usage. Par contre, il existait déjà. Donc, on avait quand même on avait quand même du recul. On avait quand même des tendances. On sait par exemple que notre batch moyen, c'est-à-dire le volume moyen de fabrication, impacte énormément notre consommation d'eau. Je parlais d'organisation tout à l'heure. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on savait déjà. Ceci dit, ça peut quand même aller très vite. C'est-à-dire le tableau, une fois qu'on le met en place, intuitivement, les gens sur le terrain, ils savent où est-ce qu'elle passe l'eau. Intuitivement, on sait quels sont les procédés qui vont utiliser le plus d'eau. Donc, on peut quand même lancer des projets, même si le tableau il est tout frais, qu'il a que 3 mois et qu'on manque peut-être encore de données solides. Pour investir, par contre, peut-être que là, on va attendre un petit peu plus. D'accord. Tout ça, c'est fait. C'est pas parce qu'ils sont là que je le dis, mais c'est très important avec le soutien de l'agence de l'eau. On a pu répondre à des appels à projets. On a pu aussi faire des demandes de subventions plus classiques. Ça permet d'aller vraiment beaucoup plus vite et finalement tout ça coûte beaucoup moins cher que ce qu'on pourrait penser. En plus de ça, quand on commence à faire des économies d'eau dans l'agroalimentaire, en tout cas chez nous, c'est souvent de l'eau chaude. Donc en plus de l'économie d'eau, on fait des économies d'énergie. Et aujourd'hui, il y a des projets sur lesquels les retours d'investissement sont très compliqués. Vous parlez du projet de Zeus, il n'y aura pas de retour sur investissement sur un projet comme celui-là. Mais sur des investissements qu'on a fait dans l'usine, il y a des choses qu'on n'a même pas présentées à l'agence de l'eau parce que les retours sur investissement, ils étaient sous les planchers fixés par l'agence de l'eau. Donc il y a un intérêt économique, encore plus avec les crises énergétiques et la flambée des prix de l'énergie. Deuxième priorité, le zéro rejet liquide. Et finalement, une fois qu'on connaît très bien nos réseaux de distribution, nos réseaux de collecte des effluents, nos consommations d'eau, à quoi sert l'eau, en quelle qualité on en a besoin, et là, on peut se projeter dans un projet de zéro rejet liquide et encore plus dans un projet de réutilisation d'eau. Parce que se lancer dans un projet de réutilisation d'eau
dans l'agroalimentaire avec les risques sanitaires que ça comporte, sans avoir une maîtrise parfaite de l'amont, d'où vient l'eau, des risques, des polluants potentiels qu'elle peut transporter et de quoi on va faire de cette eau, ça me semble extrêmement risqué. Donc, quand on a lancé le projet Zéro Rejet Liquide à l'époque, on a évalué comment on pouvait réutiliser l'eau sur le site. On a défini comment on allait fonctionner. C'est un projet de R&D. En fait, c'est ça. Hein. À l'époque, c'était pas forcément évident de se dire c'est un projet de R&D. C'est pas juste on commande une installation qui existe. Ça n'existe pas. Donc voilà. Et puis ensuite, on a défini le plan d'action. On a étudié la faisabilité réglementaire. On a choisi la technologie vers laquelle on allait s'orienter pour traiter nos eaux de process, enfin nos eaux usées industrielles, je vais le dire comme ça. Et on a évalué les coûts, fait des essais pilotes et on a implémenté et inauguré, donc il y a 2 jours, la mise en service de l'installation à l'échelle industrielle. Petit clin d'œil avec Ophilae, là ils sont sur le salon, allez les voir, j'utilise leur schéma depuis des années parce qu'il est super, mais je rends à César ce qui est à César, parce qu'il est vraiment très très clair. Ça c'est tout ça, c'est du zéro rejet, c'est-à-dire que on voit l'usine qui consomme de l'eau et puis après, sortie d'usine avec traitement, sans traitement, on réutilise l'eau dans des espaces verts, dans de la voirie, sur des golfs, etc. Tout ça, c'est du zéro rejet, c'est-à-dire on ne rejette pas dans le réseau d'assainissement ou on ne rejette pas directement dans la rivière, il y a des zones humides, des terrains de sport, etc. Nous, ça nous a aidé à l'époque à se dire où est-ce qu'on veut se situer ici dans ce zéro rejet. Bon, le zéro rejet au niveau du territoire, ça semble quand même un petit peu compliqué. Si l'agriculteur a besoin d'eau l'été, nous on rejette toute l'année, il faudra stocker l'hiver, etc. Mettre des tuyaux dans le sol, c'est compliqué. On va plutôt faire un zéro rejet sur site. Et finalement, ce qu'on a choisi, c'est la flèche qui revient vers l'usine, parce que si on renvoie de l'eau vers l'usine, et ben là, encore une fois, on fait des vraies économies d'eau sur l'eau qu'on consomme, puisqu'on vient substituer une eau potable par une eau qu'on réutilise. Ce schéma-là, il est issu des cartographies et puis des tableaux qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut schématiser notre consommation d'eau. Hein. Avant le reuse, on a l'eau potable qui arrive sur site, on adoucit. Et 100% on utilise 100% d'eau adoucie. Avec ce schéma, on voit qu'il n'y a que 20% qui est dans la bouteille finalement, donc bu par le consommateur final. Et les 80 autres pourcents servent à des usages process, donc le nettoyage en place qui est majoritaire, et puis autres usages process, les pousses, les rinçages de garniture, lubrification, etc. Et c'est ces eaux-là qui produisent des effluents. Donc à l'époque, quand on veut être zéro rejet, on se dit c'est 80% de mon eau consommée qui part en rejet, c'est ces effluents sucrés dont je dois faire quelque chose pour pouvoir devenir zéro rejet. On avait cadré qu'on voulait renvoyer vers l'usine. Donc il faut mettre un traitement en place pour renvoyer une partie de cette eau. Il y a toujours un rendement qui est perdu. On voit 12% qui partent en coproduit. Et j'aurais donc toujours besoin d'un appoint de 12%. Ça, c'est absolument fondamental parce que ça nous a permis de nous dire, OK, j'ai que des effluents industriels déjà. Il n'y a pas d'eau de vanne, il n'y a pas d'eau de pluie, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment que des eaux de procédé. Et puis j'aurais toujours besoin de consommer de l'eau adoucie, parce que de toute façon, il y a de l'eau qui part dans les bouteilles, dans le produit fini. Donc j'aurais toujours besoin de consommer de l'eau adoucie, ce qui fait que mon reuse, je le fais que pour des usages process, et mon eau adoucie, je continue de l'utiliser pour de l'eau ingrédient. Ça cadre déjà les grands risques et les grands objectifs de qualité d'eau qu'on va devoir obtenir. Et donc je le redis, on ne fera pas d'eau ingrédient avec l'eau qu'on va recycler. Donc la méthode de travail, ça c'est tous les gens avec qui on a travaillé, à un moment ou à un autre, tous les gens qu'on croise sur un projet comme celui-là. Là encore, le sujet de la conférence, c'est maîtriser ses consommations, etc. Quand vous avez tous ces gens-là en face de vous, vous avez intérêt, et vous vous dites, je pilote un projet de R&D, je veux faire du reuse dans l'agroalimentaire. Quand vous connaissez bien vos réseaux, vous connaissez bien vos consommations d'eau, vous êtes rassurant en fait, tout simplement. L'ARS par exemple... S'ils sentent qu'il y a des questions qui sont un peu vagues, etc., il y en a qui s'en fichent, à la limite, là-dedans, mais il y en a beaucoup qui sont très soucieux que vous soyez rassurants. Donc la genèse du projet Lives2, finalement, c'est Monin qui avait cette volonté de devenir zéro rejet. On a lancé des études, des réflexions sur le recyclage, la réutilisation d'eau, etc. Puis rapidement, on s'est mis à travailler avec l'Office international de l'eau, qui est aussi sur le salon d'ailleurs, sur des formations, puisqu'on avait besoin de formations en interne. Nous, on fabrique du sirop, on n'a pas l'habitude de traiter de l'eau. Et on a lancé avec eux des études de faisabilité réglementaire et aussi sur les meilleures techniques disponibles. Puis on a travaillé avec l'INSA de Toulouse pour choisir la technologie avec dès le départ dans le cahier des charges l'ambition, la volonté d'être innovant.
dans la technologie qu'on allait employer pour ce projet. Et enfin, Chemdoc Water, ils sont également sur le sujet, qui nous ont apporté leur savoir-faire, leurs solutions techniques sur la technologie qu'on avait retenue, donc la filtration membranaire. On a fini par remporter donc un appel à projet européen LIFE, ce qui nous a offert, au-delà de l'aspect subvention, c'est très important, encore une fois, hein, c'est de la R&D et cette version 1 de l'installation coûte, je le sais, déjà beaucoup plus cher que la version 2, ça c'est sûr. Mais ça permet aussi, ça donne aussi des subventions, des financements à nos partenaires qui mènent des actions qu'on n'aurait pas menées si on y était allé tout seul, même si on y était allé avec l'agence de l'eau. Ça donne une dimension encore supérieure au projet. Les performances attendues de notre projet, c'est un rendement de recyclage de près de 90%. Et donc en recyclant ces 90% d'eau usée industrielle, on fera près de 68% d'économie d'eau, avec un gain énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rejeter nos eaux à l'égout, ça coûte de l'énergie à Monin, mais au territoire surtout. Et les chiffres ici sont faux, on les a fait recalculer la semaine dernière, c'est 20 kWh par mètre cube. Quand on rejette, ce mètre cube rejeté coûte 20 kWh à pomper, à transporter, à traiter, à refroidir, à réchauffer, etc. La totale, il coûte 20 kWh. Demain, il produit 10 kWh. Donc vous voyez, un bilan énergétique extrêmement positif. On réutilisera 100% de la charge organique puisque les coproduits, le sucre qu'on concentrera en traitant nos eaux usées sera valorisé en méthanisation. Donc c'est là qu'on produit beaucoup d'énergie. Et puis également sur un des prototypes qui est mis en place, on va diminuer nos rejets de sel. Voilà, avec un budget total de 4 millions d'euros sur ce projet LIFE. Donc on met en œuvre de la technologie de filtration membranaire, microfiltration, nanofiltration, osmose inverse et uniquement. Là, c'est là qu'on innove un peu, c'est qu'il n'y a pas de traitement biologique, il n'y a pas tout ça. Et donc ça permet de concentrer la pollution, en tout cas le sucre, le réutiliser pour faire de la production d'énergie, produire tout de suite de l'eau apte au contact alimentaire et la renvoyer vers l'usine. Je vais assez vite puisque bon, on est un peu... une redite. Et enfin, je disais, la dimension européenne du projet, ça permet de faire beaucoup plus de choses que simplement mettre en place une installation. Ça permet d'avoir des partenaires comme l'INSA qui la modélisent pour demain être capable de répliquer plus facilement qu'en faisant 3 ans de R&D. Ça permet d'avoir l'INSA, l'OIO, Chemdoc qui monitorise cette installation pour essayer de comprendre vraiment très vite comment elle fonctionne, ce qui est aussi rassurant pour nous en tant qu'agroalimentaire, le maintien de la qualité de l'eau, qu'est-ce qui peut l'impacter, etc. Ça va être dupliqué très vite chez d'autres industriels, mais déjà chez Monin rapidement dans les 2 ans à venir. Et puis toute une dimension communication comme aujourd'hui, ce qu'on fait avec plaisir. C'est vraiment un projet presque open source. On partage avec plaisir la démarche et ce qu'on a fait. Je dis souvent, concernant Monin, on vend du sirop, on ne vend pas de la filtration membranaire. François ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais en tout cas, donc on partage avec plaisir ce qu'on a fait pour que ça fasse des émules, parce que en fait, l'essentiel, c'est que tous, autant qu'on est, on prélève moins d'eau dans le milieu naturel. Voilà, donc tout ça, le projet LIFE, sans la maîtrise, sans la connaissance de nos prélèvements d'eau, on n'y serait jamais arrivé. Parce que même dans les dossiers LIFE, dans ces dossiers européens, on vous demande des dossiers énormes pour ceux qui en ont déjà fait. Là, c'est pareil, si vous n'êtes pas capable de détailler exactement ce que vous avez fait, où vous pensez aller, avec des éléments chiffrés très précis, c'est pas possible. On ne gagne pas des projets comme cela. Mais ça demande de convaincre peut-être une direction, d'investir aussi dans cette connaissance, de mettre le paquet, si je puis dire, au début, dans ce travail préalable. Alors vous avez raison, c'est pas quelque chose auquel je pense naturellement, parce que moi j'ai la chance d'avoir monsieur Olivier Monin, qui a été le précurseur de ce projet-là, qui l'a lancé et qui m'a fait énormément confiance tout au long du projet et qui l'a toujours soutenu, coûte que coûte, si j'ose dire, quoi qu'il en coûte, comme certaines personnes très connues a dit. Donc je n'ai pas ce souci-là. Effectivement, dans d'autres entreprises, si la direction n'est pas convaincue aujourd'hui qu'il faut préserver la ressource en eau, c'est plus compliqué derrière parce que tôt ou tard, il y a des investissements à mettre en place. Déjà ça, et puis d'investir sur ce temps préalable, comme vous disiez, de connaissances. Ouais. D'accord. Je cite souvent l'agroalimentaire en faisant comme s'il n'y avait que des grands groupes. L'agroalimentaire, c'est 160 000 entreprises en France. C'est 80% de PME, dont dans beaucoup d'entre elles, on a des patrons qui sont directeurs financiers, directeurs qualité, et
qui n'ont peut-être pas trop le temps ni la capacité de libérer des gens comme moi pour travailler sur ces sujets-là. Donc c'est clair qu'il y a encore de sacrés défis à relever. On parlait hier, lors de la conférence plénière, aussi d'entreprises qui se sont dit, de toute façon, réduire notre consommation, ça va être une question de survie, en fait, et de résilience de notre entreprise. Donc, on ne peut pas mettre des œillères non plus. Hein. Est-ce que c'est une réflexion que vous aviez ? Oui, alors... au départ, la volonté de M. Monin, c'est de minimiser notre impact sur l'environnement, voire d'avoir un impact positif si possible. Et puis, parce que c'est 2014 la première fois qu'il annonce un site zéro rejet à l'époque, il n'y a pas grand monde qui se préoccupe, qui se dit oh, tiens, on va manquer d'eau, à part dans le monde de l'eau, bien sûr. Ceci dit, à Bourges, on est quand même en zone de répartition des eaux depuis très longtemps, au moins 15 ans. Donc ça veut dire qu'on a des sécheresses quasi annuelles. Alors on est en 2024, il pleut. Donc cette année est une année, mais finalement c'est une année très exceptionnelle dans plein d'années difficiles qui nous précèdent et qui vont suivre. Donc pour moi, oui, il y a des sites industriels fermés en France aujourd'hui, c'est une réalité. Ça existe déjà. Alors on n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi, mais ça a déjà existé. L'année dernière, il y avait des sites industriels fermés en France pour manque d'eau. Et puis, on voit les préfets qui bloquent des permis de construire, tout ça, on sent quand même que... Il y a des choses qui changent oui. Et effectivement, ça va peser dans les activités futures. Une dernière petite question et après on passe aux autres, mais on pourrait y revenir aussi plus globalement. Vous disiez, nous c'est open source, on veut faire des émules. Si vous deviez donner des conseils sur les écueils peut-être à éviter dans ce long chemin ou des difficultés rencontrées Je sais pas, ça a roulé quand même. Quand on suit les étapes comme ça, ça roule. Les difficultés, c'est de convaincre. Comme il y a 5 ans, il y a 5 ans, on est peu à partager la vision de se dire dans 5 ans, on espérait plus vite quand même. Dans 5 ans, on sera là. Voilà, les difficultés, c'est ça. On a traversé un Covid, la crise de l'énergie, l'Ukraine, les problèmes d'approvisionnement en matières premières, en inox, en carte, entrée-sortie, automate, 420 mAh pour ceux qui travaillent sur des travaux neufs. Voilà, donc vraiment des galères quand il vous manque un petit bout à 200 euros et que vous allez attendre des mois. Voilà, ça, les difficultés. Les écueils, je pense que ce serait de vouloir aller plus vite. Moi, au début, en 2015, on va travailler sur les économies d'eau, ça me frustre. Aujourd'hui, je défends la démarche. Au début, j'avais envie de me lancer dans ce projet de R&D, de procédé, etc. Non, il ne faut pas brûler les étapes, surtout pas. D'accord, on retient ça. Merci beaucoup et n'hésitez pas à intervenir pour la suite parce que c'est vraiment une table ronde et là on a vu l'aspect industriel mais on va aller avec vous sur l'aspect collectivité. Cédric Moriot, on attend cette pensée dans le grand public, on attend de cette démarche de sobriété de vous, des collectivités en premier lieu. Comment vous avez entrepris de mesurer tout ça à Orléans Métropole ? Sur Orléans Métropole, effectivement, alors les questions là sur effectivement la sobriété et la nécessité de sobriété, il y a 10 ans, je ne sais pas si réellement on l'avait au sein des collectivités, parce que nous, on est sur une nappe, la nappe de Beauce, qui est quand même plutôt abondante, et les questions d'un moment donné de se dire que on aura plus d'eau dans nos forages, c'était vraiment pas une question qu'on avait il y a 10 ans. Et la prise de conscience, elle a été évoquée hier à la table ronde, c'est la répétition des arrêtés sécheresse sur 2019. C'est vraiment également l'été 22, où finalement on a commencé à regarder ces cartes qui ont été évoquées hier, et où on voyait le risque orange dans la région, avec des recharges qui ne se font pas. Et effectivement, comme l'a rappelé l'agence hier, quand on dézoome, oui, on se rend compte que sur les 10 dernières années, il y a 8 années sur 10 qui ont été critiques et où la recharge ne s'est pas réalisée totalement. Et donc que l'eau est une ressource vitale à préserver. Mais la prise de conscience qu'on avait, elle est plutôt 2019-2020, avec effectivement les crises en plus qui se sont répétées, crise du Covid, crise énergétique, avec vraiment une augmentation très importante du coût de l'énergie, et ensuite l'année 2022, et donc comme l'a rappelé l'ARS, avec le suivi qui est mis en place par le BRGM sur le suivi des nappes, et puis l'ARS qui envoie toutes les semaines
pour savoir où vous en êtes de la situation en eau. Donc sur la région, donc vous vous dites, bon, nous, à Orléans Métropole, ça va, mais donc ça veut dire qu'ailleurs, et vous avez évoqué la situation de Bourges, qui est vraiment pas loin, eh ben, il y a des manques d'eau. Et Jean-Jacques Hérin, c'est sa diapositive qui présentait, juste à la conférence d'avant, 50% des collectivités avaient un risque de rupture d'eau à l'été 2022. C'est le chiffre qui rappelait là juste avant. Et on pourrait reprendre exactement l'ensemble des éléments qu'il a présentés pour se dire que oui, on doit organiser la sobriété. L'état de crise est devenu permanent. Vous aviez des choses à nous montrer plus spécifiquement sur la métropole d'Orléans peut-être. Vous avez la zapette juste devant vous. Ah oui, pardon. Ça va. Comme ça, vous pouvez organiser. Oui, et donc la présentation de notre territoire, c'est quelques chiffres clés. On a 30 forages actifs. On a 30 forages actifs donc, dans la nappe de Beauce avec 1500 km de réseau, 90 000 abonnés et on produit pratiquement 18,5 millions de mètres cubes avec des mètres cubes là sur 2023 qui sont en baisse par rapport au prélèvement de 2022 et qui sont en baisse par rapport au prélèvement de 2021. Mais on est plutôt quand même météo dépendant hein, avec la démarche de sobriété et de prélèvement qui est partie. Et aujourd'hui, on a un rendement de réseau moyen de 86%. 86%, on peut se dire que c'est bon. Mais on avait un élu quand on a présenté ces chiffres-là le mois dernier au niveau de notre rapport d'activité qui rappelait qu'on a quand même 15% de 18 millions de mètres cubes qui partent donc directement en perte. Et ces 15%, eh ben, ça fait quand même 2,5 millions de mètres cubes. Donc 2,5 millions de mètres cubes, c'est plus de 40 000 habitants finalement, l'alimentation en eau potable de 40 000 habitants qui partent aujourd'hui. Voilà. Donc on a une nécessité d'organiser la sobriété sur le territoire, même si notre rendement de réseau peut être considéré par certains comme bon. Et d'autant plus que notre rendement de réseau, il est moyen sur le territoire, avec des très bonnes performances sur certaines communes et des disparités sur d'autres, où on a des rendements de réseau qui sont médiocres sur certaines communes. Et ça, Madame Kaito-Crucy en parlait hier par rapport aux investissements qui avaient pu être réalisés sur certaines communes sur le traitement et pas forcément sur le renouvellement des compteurs, sur la politique de recherche de fuite. Donc là, il ne s'agit pas de stigmatiser, hein, il s'agit d'en faire le constat. Et donc, pour organiser la sobriété, on va retrouver de toute façon ce que vous avez pu dire. La première chose à mettre en place, eh ben, c'est de savoir compter et de savoir finalement ces 2,5 millions de mètres cubes où je les perds. Donc, on a organisé au moment de la prise de compétences d'Orléans Métropole pour l'eau potable en 2017, la réalisation d'un schéma directeur. Donc ce schéma directeur, on l'a entrepris entre 2019 et 2021 et on va retrouver exactement ce que vous disiez. Effectivement, on est sur des démarches de temps long de manière à mettre en place l'ensemble du projet. Puisqu'on passe d'abord par ce schéma directeur où à la fin, on a les conclusions de manière à mettre en place des secteurs de sectorisation permanente avec des tailles moyennes de 21 km de manière à diviser notre réseau extrêmement maillé de 1500 km. Et cette mise en place derrière de sectorisation, on a entamé la démarche en 2024 au moment où on a créé l'ensemble de la régie et on a mis en place une équipe unique sur l'ensemble de la régie et où on a déposé un appel à projet au niveau de l'agence de l'eau de manière à avoir une subvention de pratiquement 1 million d'euros pour un projet qui est évalué à 2 millions d'euros sur la mise en place de cette sectorisation permanente qui va nous permettre, une fois qu'on aura mis en place de compter, d'adapter l'ensemble des équipes pour mettre en place le diagnostic permanent et la recherche de fuite associée. Donc c'est exactement la même démarche que ce que vous avez présenté à l'échelle de votre entreprise qu'on met en place au niveau de l'échelle des 22 communes. Donc premièrement,
on déploie l'ensemble des capteurs. Deuxièmement, on va mettre en place un outil de supervision avec un paramétrage de seuil d'alerte de manière à suivre l'ensemble de l'évolution des fuites, qui va permettre derrière d'organiser également les équipes. Et on s'est organisé pour avoir dans un deuxième temps un pôle patrimonial qui permettra d'avoir le suivi, et puis une systématisation des nuits de sectorisation, et ensuite des outils pour rechercher les fuites avec la mise en place de prélocalisateurs, de corrélateurs acoustiques, d'écoute au sol, qui permettront effectivement d'aller chercher les points de rendement et d'améliorer l'ensemble de la démarche. À ça, on associe par rapport à notre démarche de sobriété le déploiement de la télérelève. C'est-à-dire que nous, on va compter sur l'ensemble du réseau d'eau potable dont on a la gestion, mais on va permettre à chacun d'avoir la possibilité de compter, que ce soit les gros comptes, que ce soit les industriels, qu'on souhaite derrière accompagner par rapport justement à leur consommation en eau, en leur mettant à disposition chaque jour l'ensemble de la consommation de la veille. Et ça, derrière, ça va permettre une maîtrise des consommations, la visualisation des consommations. Et à partir du moment où on compte, on réfléchit sur les usages et donc on diminue la consommation. Donc, après, pour nous, forcément, il y a aussi l'intérêt sur le gestionnaire de manière à fiabiliser et régulariser la période de mesure, et notamment de mieux évaluer l'ensemble du rendement, d'avoir des détections de fluides plus rapides, d'avoir des détections à distance d'anomalies, et d'alléger la pénibilité liée à une relève manuelle par rapport à l'ensemble des opérateurs qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça va nous permettre également de renouveler notre parc compteur, et j'y reviendrai par rapport à l'ensemble. Donc le déploiement de la télérelève, c'est des choses qui aujourd'hui existent sur plusieurs collectivités depuis une quinzaine d'années. Et nous, ça va permettre, en le déployant sur la globalité, d'uniformiser le service, puisque c'est déjà des choses qui étaient proposées sur les usagers d'Orléans, sur les usagers d'Olivet depuis une dizaine d'années. Donc on a un réseau de capteurs avec un émetteur, on a une relève automatique et derrière un service de télérelevé. Et surtout, on met à disposition, à travers un portail client, le suivi des consommations journaliers et une alerte fuite. Donc vous pouvez derrière paramétrer votre consommation de manière à vous dire j'utilise en moyenne 10-12 mètres cubes par mois, et quand vous avez atteint, vous recevez un SMS comme quoi vous avez déjà atteint l'ensemble de votre consommation, et quand vous êtes absent ou quand vous avez des débits de nuit, vous recevez automatiquement une alerte fuite. Donc ça, derrière, ça doit nous aider à pouvoir diminuer la dotation unitaire, la consommation par ménage de l'ordre de 5% sur l'évaluation qui est faite par rapport au retour d'expérience qu'on peut avoir sur le déploiement de la télérelève. Donc cette stratégie de déploiement, elle permet également en même temps de venir renouveler l'âge moyen des compteurs par commune, avec des âges compteurs des fois sur la pyramide des âges qui était largement au-delà de finalement un compteur qui doit être renouvelé de manière à pouvoir bien compter. Et là, on vient renouveler les compteurs qui sont supérieurs à 9 ans, qui vont nous permettre de repartir sur une politique où on s'est donné comme objectif un âge moyen de 10 ans. Donc ce projet de télérelève sur la globalité, il est évalué à 5 millions d'euros. Donc c'est aussi vraiment un projet très structurant sur l'ensemble de la régie, et on est accompagné par l'agence de l'eau Loire-Bretagne à travers un appel à projet à hauteur de 2,2 millions d'euros sur la globalité du projet. Donc c'est aussi un accélérateur, comme vous l'avez dit, sur la mise en place du projet, où on vient le réaliser là sur les années 25-26 avec la mise en place et les appels d'offres qui sont en cours, et forcément beaucoup plus facile de convaincre nos élus d'y aller rapidement pour organiser cette sobriété. Donc derrière, c'est des axes sur l'organisation de la sobriété. C'est forcément un travail sur l'objectif de rendement de 90% sur la globalité.
c'est une baisse de 10% de consommation par habitant sur le territoire, mais ça fait partie de la stratégie par rapport à ce qu'on a pu évoquer juste à la conférence d'avant sur toutes les opérations en zéro rejet et donc notamment la mise en place des récupérateurs d'eau de pluie et la sensibilisation qu'il faut également réaliser pour l'ensemble de nos usagers sur l'importance de l'utilisation à bon escient de l'eau. Et le dernier axe sur lequel on a du travail à mener, comme l'a rappelé Madame Kaito Cruci hier, c'est sur la qualité d'eau au robinet, avec l'objectif de 100% de qualité d'eau d'ici 2030 par rapport aux problèmes de nitrates et de pesticides qu'on peut avoir sur le quart nord-ouest de notre métropole. Je reviens un tout petit peu sur la baisse espérée attendue, juste pour être bien clair, avec ce vaste déploiement de la télérelève. Les 10% finalement, c'est ce qui est aussi demandé à tout le monde hein, comme effort et comme objectif. C'est ce que vous espérez atteindre avec uniquement cette méthode-là, ou il y a aussi les autres outils? Non. La télérelève, c'est, je l'ai dit, 5% voilà, à peu près. Voilà. Pas mélanger les deux chiffres. Et derrière, effectivement, il y a les 5% complémentaires sur la baisse de consommation. Et les 5% complémentaires sur la baisse de consommation, c'est des opérations de communication, sensibilisation grand public, campagne de communication qu'on présente sur notre stand qu'on a pu encore mener. C'est également un accompagnement personnalisé des industriels sur leur consommation et sur les moyens de réduire. Et ça, on s'appuiera également forcément sur l'agence de l'eau qui peut accompagner derrière les industriels par rapport à cette démarche de sobriété de manière à obtenir. Et c'est la collectivité exemplaire, c'est-à-dire qu'on sait qu'en comptant, on verra également dans les bâtiments des collectivités et de la métropole les réductions à mener de manière à arriver à diminuer la consommation d'eau potable. Vous voulez appliquer en premier lieu, en fait. L'objectif est de se l'appliquer en premier lieu. Et là, ça nous ramène à tout ce qui a été dit à la conférence d'avant, comment on est capable de travailler en décloisonnant l'ensemble des services. Parce que derrière, la consommation, c'est l'ensemble de la collectivité et ce n'est pas uniquement le service de l'eau. Dernière petite question, on va au-delà de cette question de quantifier et de l'aspect technique qui peut permettre d'aller vers ça. Il y a l'aspect politique aussi, j'imagine, avec la tarification, tout simplement. Alors la tarification, effectivement, c'est un levier pour la baisse de 10% de la consommation. Et les élus, l'année dernière, ont décidé une tarification progressive. Donc plus vous consommez et plus le prix unitaire du mètre cube est important, avec un doublement du mètre cube à partir de 120 mètres cubes. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose d'important. D'où la nécessité aussi de vraiment accompagner les grands comptes par rapport à leur facture d'eau, de manière à limiter leurs factures. Et si en même temps, de l'autre côté, on répond et on est là quand il y a une fuite et on est là quand il y a un problème, elle est mieux entendable, j'imagine, cette tarification aussi progressive. Exactement, par rapport à la nécessité d'être une collectivité exemplaire. Ok, merci beaucoup. Voilà, vous l'avez dit, les collectivités, elles ont un rôle moteur, d'exemple, d'impulsion. Et on le sait, la société attend aussi beaucoup des agriculteurs, des irrigants. Ça fait l'actualité. On va parler pas forcément de l'actualité, mais de comment on travaille avec les agriculteurs, avec vous, Francis Golas, puisque vous représentez la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir. Et on est même au-delà de la collectivité en termes de périmètre géographique. Là, on va même encore, on dézoome. Hein. C'est ça que vous allez nous expliquer. Comment vous pouvez travailler dans ce sens? Oui, bonjour à tous. C'est vrai que on change d'échelle. C'est assez différent puisque en fait, on est amené à gérer des prélèvements individuels de plus d'1 millier d'agriculteurs. Donc, on n'a pas la maîtrise des décisions de chacun. Mais il faut pour autant s'engager dans cette démarche de sobriété qui intéresse aussi l'agriculture. Ne serait-ce que parce que la gestion aujourd'hui qui est mise en place se fait sous forme de volume maximum autorisé par exploitation et que donc 1 mètre cube d'eau gaspillée, c'est 2 mètres cubes d'eau perdue en réalité pour l'agriculteur, puisque ça lui a coûté une première fois, mais en plus cette eau va lui manquer pour une autre production potentiellement. Donc il a doublement intérêt à entrer dans cette réflexion et cette
recherche de sobriété. Donc je vais vous présenter la gestion collective de la nappe de Beauce. Alors d'abord, rappelez le territoire. Hein. Vous reconnaissez au sud la boucle de la Loire avec Orléans dans le creux. Le territoire, en gros, de la nappe de Beauce, c'est à peu près une étendue de 100 km sur 100 km. Donc on a environ 10 000 km². Ça concerne 6 départements et ça concerne 2 agences de bassin. Au nord, le bassin Seine-Normandie et dans la partie sud, le bassin Loire-Bretagne. Et donc, je remercie l'agence de l'eau de m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler de cette gestion. Je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, mais globalement, donc 3600 irrigants en tout. Moi, j'interviens plus particulièrement sur l'Eure-et-Loire, donc sur la partie nord-ouest du territoire, où on a à peu près 1000 irrigants concernés. Donc la nappe de Beauce, c'est un gros réservoir, c'est de l'eau qui est stockée dans les calcaires dits de Beauce. C'est compliqué d'apprécier un volume d'eau disponible dans une nappe, mais elle est évaluée aujourd'hui à 15 à 25 milliards de mètres cubes d'eau. Et sur ces 15 à 25 milliards de mètres cubes d'eau, l'autorisation globale de prélèvement pour l'agriculture varie entre 0 et 420 millions de mètres cubes par an. Cette gestion est cadrée, bien sûr, dans le cadre du SAGE de Beauce et par des arrêtés préfectoraux. Et la gestion administrative opérationnelle du suivi des prélèvements est confiée aux OUGC, les organismes uniques de gestion collective. Donc, vu l'étendue du territoire, il y en a plusieurs. On est environ une dizaine d'organismes uniques de gestion collective. Et pour ma part, avec mes collègues, je gère la partie Eure-et-Loire. Alors, qu'est-ce que c'est un organisme unique? Donc, c'est un organisme qui est chargé de la partie administrative et qui n'a pas de pouvoir de police de l'eau. C'est l'interlocuteur de l'administration pour la gestion de la ressource. Ça veut dire concrètement qu'au départ, on fait une demande d'autorisation unique pluriannuelle qui remplace donc les autorisations de chaque irrigant. Et chaque année, on répartit ce volume d'eau entre les préleveurs et irrigants. Donc, par exemple, pour l'Eure-et-Loire, sur les 420 millions de mètres cubes maximum dont je vous ai parlé, pour l'Eure-et-Loire, c'est un peu plus de 133 millions de mètres cubes qui sont concernés. Chaque année, donc, il y a un plan de répartition qui est fait et l'organisme unique doit adopter les règles pour adapter la répartition en cas de limitation ou de suspension des prélèvements. On fournit aussi un avis au préfet sur les nouveaux projets et on doit réaliser un rapport annuel, c'est-à-dire que chaque année, les irrigants vont nous déclarer leurs prélèvements, qu'on va comparer aux autorisations individuelles qu'ils avaient et on fait un rapport détaillé annuel transmis au préfet. Tout ceci, la mise en place a été financée au départ avec l'aide de l'agence de l'eau. Et aujourd'hui, on est autonome, c'est-à-dire que l'ensemble du fonctionnement est financé par les irrigants eux-mêmes qui versent une cotisation à l'organisme unique. Pardon, question un peu bête, mais ce type d'organisme, c'est dans toutes les chambres d'agriculture ou c'est quelque chose qui est né de votre initiative plus spécifique dans la région? Ce n'est pas spécifique aux chambres d'agriculture, c'est la loi sur l'eau, la LEMA, qui a mis en place les organismes uniques. Et donc, dans tout territoire qui est soumis qui est en zone de répartition des eaux plus particulièrement, donc qui est soumis à un conflit d'usage, on va dire, à des problèmes de tension de gestion, le préfet a la possibilité de mettre en place un organisme unique pour gérer plus particulièrement donc l'eau destinée à l'irrigation. C'est pas automatique, mais en fonction des besoins. C'est pas automatique. Et la chambre d'agriculture, et souvent en France, c'est les chambres d'agriculture qui se sont portées candidates parce qu'elles ont cette légitimité de représenter les irrigants sur leur territoire. Et parfois, c'est des associations d'irrigants en association avec la chambre d'agriculture ou rarement d'autres structures comme des établissements publics de gestion de l'eau. Merci. Mais voilà, donc la Chambre d'Eure-et-Loire, soucieuse de continuer à assumer son rôle de représentation
des agriculteurs du territoire et des irrigants, s'est portée candidate et a été désignée comme organisme unique. J'avance. Donc, qu'est-ce que c'est un organisme unique? Donc, en gros, donc il est porté par la Chambre d'agriculture et il y a un comité d'orientation qui prend les décisions nécessaires à la gestion opérationnelle au quotidien, c'est-à-dire vérification que les règles de gestion sont bien respectées et analyse et réponse à tous les cas particuliers qui peuvent se présenter. Parce que on a beau essayer de tout prévoir, on ne prévoit pas tout, et donc il y a des moments où il y a besoin d'arbitrer et de prendre des décisions. Donc c'est un comité d'orientation qui est composé d'agriculteurs, représentants de la Chambre d'agriculture et de l'association des irrigants locales. Plus on invite systématiquement donc un représentant de la direction départementale des territoires, donc de la police de l'eau, et un représentant du SAGE de Beauce, donc en l'occurrence sa présidente, Madame Bévière, et qui est associée à nos travaux parce qu'on a fait ce choix d'être complètement transparent sur la manière dont on gère l'eau agricole, parce qu'il nous semble que l'agriculture est un usager comme les autres et doit rendre des comptes aux autres usagers notamment, et ne peut pas faire n'importe quoi avec l'eau. Donc la gestion de la Beauce, pour revenir rapidement sur l'historique, vous avez ici un graphique de suivi de la nappe de Beauce qui est réalisé par la DREAL Centre, et on a 50 ans de recul sur l'évolution du niveau de la nappe. C'est une moyenne faite entre 5 piézomètres, donc 5 points de mesure du niveau de la nappe, et qui permet de visualiser l'état de la ressource en eau. Alors c'est un état global. Après, ponctuellement, il peut y avoir des différences locales, mais pour pouvoir gérer, il faut déjà un indicateur qui permet d'apprécier la situation. Donc dans une première période de 74 à 90, on va dire, il y a eu une période sans difficulté. L'irrigation a commencé à se développer. La nappe était haute, il n'y avait pas de souci, voilà, on ne se posait pas trop de questions. À partir de l'année 91, une situation de crise s'est produite où quelques rivières périphériques du territoire se sont trouvées en difficulté. Et donc, dans un premier temps, suite à cette crise, il y a eu une gestion par des jours d'arrêt qui a été mise en place parce qu'à l'époque, les irrigants n'avaient pas de compteur. C'est aussi simple que ça. On n'en était qu'au début de l'équipement en compteur et c'est assez long de pouvoir équiper tous les irrigants. Donc progressivement ça s'est fait, et à partir de 1999 une gestion volumétrique a pu être mise en place parce que toutes les installations de pompage individuelles sur la nappe de Beauce, c'est souvent des pompages individuels, étaient équipées de compteurs. Ensuite a été élaboré le SAGE de Beauce. Donc les règles de gestion qui au début ont été mises en place étaient un peu approximatives, on va dire, et puis avec l'expérience, avec la redescente de la nappe dans les années 2003-2006, ont permis d'affiner la gestion et de préciser les règles dans le cadre de l'élaboration du SAGE. Les organismes uniques de gestion collective arrivent quand même beaucoup plus tard dans cette histoire-là, puisque c'était la loi sur l'eau de 2006. Et donc la mise en œuvre, nous on a candidaté en 2012, mais on était dans les premiers à le faire. Le cahier des charges pour mettre tout ça en place n'existait pas, donc il y a une première phase de travail. Et au final, on a commencé à gérer en partenariat avec la DDT, qui était chargée de la gestion volumétrique. Et l'OUGC n'a réellement pris en main la gestion de A à Z, je vais dire, qu'à partir de la campagne 2018. Donc vous voyez que sur ce graphique, on voit que l'évolution a un double cycle. Il y a un cycle annuel avec une recharge annuelle et une baisse annuelle, donc qui correspondent souvent à la recharge hivernale et à la baisse estivale qui est liée à la fois à la vidange naturelle de la nappe et au prélèvement.
et un cycle pluriannuel qui fait qu'on a des phases de hautes eaux où pendant plusieurs années on n'a pas de soucis, et des phases de basses eaux où on descend en dessous du seuil jaune qui est matérialisé sur la courbe, qui est le seuil d'alerte. Et l'objectif de la gestion, qui est activé dès le franchissement de ce seuil d'alerte, c'est d'éviter d'atteindre le seuil de crise, comme ça a pu être le cas en 1991. Donc, comment se passe la gestion? C'est simple. En fait, je veux dire, l'organisme unique a repris la gestion qui était déjà mise en place par l'administration auparavant. Donc on a sur ce schéma opérationnel, on va dire, j'ai distingué par couleur en jaune ce qui relève de l'irrigant, en gris ce qui relève de l'organisme de gestion, en orange ce qui relève du pouvoir de l'administration et de la police de l'eau, et en vert les contraintes environnementales qui viennent moduler cette gestion nécessairement. Donc à la base, l'irrigant demande de l'eau chaque année. Cette demande d'eau est évaluée par rapport à l'autorisation globale dont dispose l'organisme unique et aux références individuelles qui ont été calculées pour chaque exploitation. On aboutit donc, derrière ces fourches codines, à un plan de répartition annuel. Et ce plan de répartition annuel, lui, est modulé par l'état de la nappe. C'est-à-dire qu'en fonction de l'état de la nappe début avril, il y a un coefficient de gestion qui est fixé et qui fait que le volume réellement attribué va varier entre 0 et 420 millions de mètres cubes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, automatiquement, ce coefficient de gestion se répercute sur le plan de gestion annuel et mécaniquement sur toutes les autorisations données aux irrigants à titre individuel. Ensuite, il y a la réalité de la saison, donc les besoins des cultures, et aussi le débit des rivières exutoires de la nappe qui peut entraîner la mise en place d'une gestion de crise. Donc je ne vais pas trop insister sur la gestion de crise aujourd'hui, ce n'est pas notre propos. On est dans une démarche de sobriété, donc c'est plutôt la gestion structurelle qui nous intéresse. Mais il faut savoir que la gestion de crise existe. Il y a un arrêté cas de sécheresse préfectoral et si nécessaire, elle est activée et vient se surajouter à la gestion structurelle. En fin d'année, à l'automne, chaque irrigant déclare son volume prélevé. En début de campagne, il est informé de son volume autorisé individuel. Et en fin de campagne, il déclare son volume prélevé. Et l'organisme unique fait le rapport annuel qui est nominatif, exploitation par exploitation. Ce travail de comparaison entre le volume autorisé et le volume prélevé individuel qui est remis au préfet pour, à toute fin utile, je dirais, pour l'usage de contrôle de la police de l'eau sur le terrain. Alors, je vous parlais de la modulation du volume global. En fait, il y a une règle mathématique qui est illustrée par cet abac. En fonction du niveau de la nappe au 1er avril, qu'on lit sur l'échelle à droite, on se projette sur cette courbe et verticalement, on peut lire directement quel est le coefficient de restriction. Donc si on est au-dessus du seuil jaune, on va avoir un coefficient de 1, c'est-à-dire que les irrigants disposent de leur volume maximum. En revanche, dès lors que le niveau de la nappe au 1er avril est en dessous du seuil, suivant le niveau de la nappe, le coefficient est plus ou moins réducteur, comme vous pouvez le constater. Alors, pour permettre de raisonner de cette sobriété au niveau individuel par chaque irrigant, il faut avoir un peu de possibilité d'anticiper, parce que ce qui fait le besoin en eau, c'est le climat de l'année, mais c'est aussi le choix des cultures qui est important, puisque certaines cultures vont avoir des exigences plus importantes que d'autres. Et quand je parle d'exigences, c'est en termes d'incidence potentielle sur le rendement d'un manque d'eau. Donc, quand on sait qu'on va vers une période de difficulté et de restriction, il est important de permettre aux irrigants d'anticiper et d'adapter leurs assolements pour pouvoir prendre moins de risques d'impact sur leurs résultats économiques, quoi.
Donc c'est une recherche un peu d'une stratégie gagnante-gagnante, hein. Il faut à la fois préserver l'environnement et respecter les règles de gestion, mais quand même permettre aux agriculteurs de vivre économiquement et donc de travailler. Donc on l'a fait, comme on a 50 ans de recul, on le fait avec une approche statistique en regardant, dès l'été précédent, on regarde le niveau de la nappe et on regarde sur les 50 années les variations de niveau entre le moment donné et le 1er avril suivant. Et ça permet d'avoir une première approche statistique et de dire, ben voilà, le risque qu'on soit en restriction l'an prochain est plutôt de 20% ou est plutôt de 80%. Et on donne du coup, au travers du conseil porté aux irrigants, une estimation, une prévision du coefficient. Vous voyez qu'en 2022, on avait anticipé un coefficient de 0,6. Au final, il a été de 0,66 en 2023, mais ça a permis d'alerter les irrigants très tôt et donc de leur permettre d'adapter leur assolement. Aujourd'hui, il ne vous a pas échappé qu'on sort d'une année humide, il y a eu peu d'irrigation et beaucoup de pluie. La nappe est bien remontée. Aujourd'hui, en 2024, la prévision pour l'année prochaine est la nappe est au-dessus aujourd'hui du seuil d'alerte, donc très probablement on y sera toujours au printemps, donc on est relativement serein pour l'année prochaine. Il ne devrait pas, sauf problème local particulier, il ne devrait pas y avoir globalement de restrictions pour l'irrigation. Ça veut dire que dès ce moment-là où vous faites la prévision, vous communiquez avec les agriculteurs pour qu'ils puissent anticiper sur la prochaine saison, c'est ça ? C'est ça. On a un outil de conseil irrigation qui s'appelle l'Irricart, qu'on envoie toutes les semaines en saison aux irrigants. Et on se sert de ce support qui à la base a pour objet de les conseiller sur l'irrigation à apporter sur les cultures en cours d'irrigation à ce moment-là, pour qu'ils aient aussi une information technique sur les besoins des cultures, sur est-ce que c'est nécessaire de continuer ou pas, etc. Et on se sert de ce support-là qui est envoyé par mail à tous les irrigants pour communiquer. Et on va aussi aller mettre des encarts dans la presse agricole locale pour être sûr que le message passe. Donc le résultat de tout ça, c'est aujourd'hui une consommation qui est maîtrisée. Donc vous avez sur ce graphique un peu compliqué deux courbes, une rose clair qui représente le déficit climatique. Donc c'est en gros le besoin en eau de l'année. On va dire c'est la pluie moins le TP, moins l'évaporation théorique des cultures. Donc ça se lit sur l'échelle de droite en millimètres. Et vous avez la courbe bleue qui se lit, elle, sur l'échelle de gauche en millions de mètres cubes. C'est les volumes prélevés constatés en fin de saison pour la partie Eure-et-Loire. Donc je vous rappelle, on a une enveloppe globale de 133 millions de mètres cubes quand la nappe est haute. Et ça baisse relativement quand la nappe baisse. Alors, en histogramme, vous avez les coefficients de gestion, justement, dont je vous parlais. Vous voyez qu'il y a eu des périodes de hautes eaux où le coefficient est à 1. Ça se lit sur la petite échelle en bas à droite. Et des périodes qu'on a déjà connues par le passé et très récemment en 2023, où le coefficient était inférieur à 1. Et ce qu'on observe quand on regarde l'évolution relative des deux courbes au-dessus, c'est que quand le coefficient de gestion est inférieur à 1, l'écart entre les courbes augmente. Et c'est bien la marque de l'efficacité de la gestion. C'est que pour un même déficit climatique, en fait, quand le coefficient de gestion est inférieur à 1, automatiquement, les volumes prélevés pour l'irrigation sont en recul, parce que la contrainte s'exerce individuellement sur chaque irrigant au travers de son volume autorisé individuel. Et vous voyez que si on fait des courbes de projection, de régression sur ces deux courbes roses et bleues,
eh ben, la courbe rose, elle va en augmentant, et ça traduit la réalité du changement climatique, et donc de l'augmentation globale des besoins en eau qui percute de plein fouet l'agriculture. Et pour autant, avec notre système de gestion, eh ben, on maîtrise globalement le niveau de prélèvement, et on a aujourd'hui pas d'augmentation. C'est mécanique puisque chaque irrigant a un volume maximum prélevé. Il y a des variations suivant les années en fonction des possibilités permises par la ressource, mais globalement, il n'y a pas de dérive, et le volume prélevé par l'irrigation est parfaitement maîtrisé. Voilà, donc le futur de tout ça, c'est aujourd'hui on s'interroge sur un projet de mise en place de télérelève. Vous avez bien compris que pour qu'il y ait sobriété, il faut qu'il y ait meilleure connaissance des prélèvements. Et la télérelève en irrigation, c'est encore quelque chose d'assez balbutiant. L'équipement en compteur n'est pas si vieux que ça, hein. Vous avez vu, ça date d'une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, on a l'information des prélèvements des irrigants qu'en fin de campagne, quand ils font leur déclaration. C'est en ce moment, et qui déclarent leur volume. Et on aimerait bien, pour affiner notre connaissance de la réalité des besoins des irrigants, et aussi améliorer la gestion, on aimerait bien avoir en temps réel les prélèvements qui sont faits. Donc pour l'irrigant, ça serait un allègement administratif puisqu'il n'aurait plus à déclarer, ça serait automatique. Pour le conseiller, ça permet d'ajuster le conseil en sachant plus précisément ce qui se passe au moment donné. Et pour le gestionnaire, c'est un outil d'optimisation pour limiter les incidences, parce que peut-être qu'on se rendra compte que certains prélèvements sont plus impactants que d'autres, et donc il faut les gérer différemment. Donc cette télérelève présente de nombreuses difficultés à mettre en œuvre, de par l'étendue du territoire, donc avec des difficultés de communication qu'on anticipe, de par la diversité des compteurs existants. Sur l'Eure-et-Loire, c'est 1400 compteurs qui sont déjà dans un cycle de renouvellement ou de contrôle tous les 7 à 9 ans. La difficulté qu'on a, c'est si demain on arrive, est-ce qu'on va pouvoir trouver un système qui va s'adapter aux compteurs existants, ou est-ce qu'il va falloir changer tous les compteurs? C'est une première question. Si on doit changer les compteurs, comment on fait? Parce qu'on est sur des installations privées, donc ça pose des questions juridiques. Comment on intervient chez l'agriculteur? Est-ce que l'agriculteur reste propriétaire de son compteur ou pas? Est-ce qu'on a possibilité peut-être de rendre obligatoire la mise en place de la télérelève? Je ne sais pas. Pour l'instant, ça fait partie des questions qui se posent. Il y a la question du financement et de l'entretien de ces compteurs. Donc aujourd'hui, l'Agence de l'eau envisage d'apporter des aides pour le déploiement des dispositifs de télérelève. Pour autant, le financement ne concerne que la télérelève et pas le compteur. C'est normal, les compteurs sont obligatoires, donc l'Agence de l'eau ne finance pas des choses obligatoires, mais certains dispositifs, pour autant, comprennent les deux de manière intégrée. Donc, est-ce qu'on doit les exclure? Est-ce qu'on peut trouver une manière voilà. Il y a tout un tas de questions qui se posent, de manière à, si demain on se lance dans cette aventure de la télérelève à grande échelle sur la nappe de Beauce, ne pas se tromper et savoir exactement ce qu'on propose aux irrigants, combien ça va leur coûter et pour quel intérêt. Et donc la préétude qu'on envisage aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est d'essayer de trouver aussi quels peuvent être Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, les bénéfices corrélés que pourraient y trouver les irrigants pour être convaincus et adhérer à la démarche. Ça marche toujours beaucoup mieux quand on arrive à convaincre les gens que quand on les force d'aller dans un dispositif. Et justement, les arguments, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ils ont à y gagner quoi?
Eh ben, ils ont à y gagner déjà que... Alors moi, je cite souvent mon expérience personnelle avec le compteur Linky sur l'électricité. Il y a eu toute une période où on lisait dans les médias que oulala, qu'on allait être fliqué, parce qu'il y a toujours cette crainte-là un petit peu derrière d'être surveillé, etc., qu'on allait savoir quelle série on regarde et à quelle heure on va aux toilettes, etc. Au final... j'ai un compteur Linky, j'en suis très content et ça m'évite de poser une journée de congé pour être là quand la personne qui relève le compteur passe. Enfin, bon, il y a plein d'aspects intéressants. On peut surveiller à distance, vérifier qu'on n'a pas oublié un radiateur allumé. Enfin, et là, pour l'irrigation, il faut qu'on cherche aussi toutes ces aménités positives corollaires qui vont aider à convaincre les irrigants d'adhérer au dispositif. Le premier, c'est l'allègement administratif. Ils ne seront plus obligés d'aller relever leur compteur tous les mois pour inscrire dans leur registre. Techniquement, ça se fera tout seul. Donc ça, déjà, c'est peut-être un soulagement pour ceux qui ont plusieurs compteurs et plusieurs forages. Et ensuite, voilà, ça fait partie de l'étude. Donc, si on fait une étude, c'est parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Sinon... C'est en construction, voilà. comme vous le dites, c'est un projet. Donc, c'est un projet. Ok, merci beaucoup. Peut-être question polémique, mais que moi je me pose en tant que citoyenne. Est-ce qu'il peut y avoir un décalage, et ça serait aussi l'objet de la télé-relève, entre ce que les agriculteurs déclarent et ce qui est réellement consommé ? Alors, je veux dire, là, c'est une question polémique, effectivement. Il n'y a pas de réponse absolue. Vous prenez toute population, dans toute population, il y a quelques tricheurs. Vous avez des limites de vitesse sur les routes et vous savez tous que tout le monde ne respecte pas les limites de vitesse. Donc le rôle de la police de l'eau est un rôle important. Et en tant que gestionnaire, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les invite à toutes les réunions. On est les premiers à demander que la police de l'eau fasse son boulot, parce qu'effectivement, il ne peut y avoir de gestion que si les règles sont respectées. Mais je disais ça aussi dans le sens de cette connaissance, en fait. Voilà. C'est-à-dire que si il y a des inconnus, c'est difficile. Oui, aujourd'hui, l'agriculteur, effectivement, c'est sa responsabilité de nous déclarer le volume et son index. On ne lui demande pas que le volume, il nous déclare l'index du compteur. Il doit tenir un registre qui est tenu à disposition pendant 3 ans sur site et la police de l'eau peut à tout moment aller vérifier que l'index du compteur est cohérent avec le dernier relevé qui figure sur le registre pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. Et comme ils ont en plus notre déclaration annuelle, ils peuvent aussi vérifier que le registre correspond à ce qui a été déclaré à l'organisme unique. Mais c'est un moyen de lever aussi des doutes et de le dire, il existe des contrôles. Parce que dans la tête de certaines personnes, il existe des contrôles. Je ne vous cache pas qu'on est un peu inquiet, parce que vous savez comme moi les restrictions budgétaires qui ont lieu dans l'administration. C'est un sujet d'actualité. Le nombre de postes diminue et il n'y a peut-être pas assez de contrôle, mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Bon, on l'entend très bien. En tout cas, ça existe et il y a la structure pour surveiller tout ça et c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup. On a le temps de prendre des questions du public s'il y en a, même si j'imagine que le déjeuner commence à vous occuper l'esprit. Et monsieur après. Alors, il y a on commence. Bonjour. Alors, je suis retraité de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et je ne travaillais pas dans le domaine de l'irrigation, mais dans le domaine de la dépollution des eaux. Et ce qui me semble là, c'est que globalement, on demande à des usagers, nous-mêmes, en utilisation d'eau potable, on ne peut pas baser un système sur du déclaratif. Je pense que ça ferait rire tout le monde. Alors pourquoi ça ne fait pas rire tout le monde pour des volumes prélevés qui sont absolument colossaux? Et pourquoi a-t-on demandé une déclaration à une fréquence, enfin disons en fin de campagne, alors que la télé-relève est évidemment la solution la plus géniale qui existe? Et pour qu'elle existe, il faut convaincre, bien évidemment, mais il faut surtout imposer. Parce que globalement, convaincre des gens qui veulent à tout prix ne pas montrer ce qu'ils font, parce que globalement, le sujet, c'est qu'on devrait sur la nappe de pardon,
on pourrait rajouter un nombre de piézomètres pour obtenir la meilleure connaissance possible de la ressource. C'est le problème des bassines. Et quand on a la meilleure connaissance des ressources, simplement des piézomètres, c'est pas très cher. Et l'électronique permet de rassembler les données. Et puis de l'autre côté, les pompages, dans les périodes critiques, elles sont faites par des gens que l'on connaît et qui pompent beaucoup. Et je ne pense pas qu'ils déclarent exactement ce qu'ils pompent. Alors, sans faire de généralité, bien sûr, c'est peut-être des cas qui existent, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Et on s'attendait à cette question et j'avais essayé d'anticiper, mais... Oui, je comprends bien, mais bon, c'est pas moi qui fais les lois et qui fais les réglementations, hein. Donc nous, on intervient dans un cadre bien précis qui est alors c'est très réglementé déjà. Maintenant, oui, on peut se poser la question, mais tout ne s'est pas fait en un jour, et donc il faut savoir qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de compteur. Donc non, mais sérieusement, aujourd'hui, tout le monde a un compteur, tout le monde a un volume, c'est contrôlable. Demain, peut-être que la télérelève permettra d'aller au-delà. C'est un sujet sur lequel on travaille parce qu'on est soucieux de promouvoir cette transparence et que voilà, il y a une ressource, il faut la gérer en bonne intelligence pour que tous les usages soient possibles et préservés. C'est aussi dans notre intérêt pour faire perdurer l'irrigation et permettre aux agriculteurs de continuer à travailler, parce qu'on en a aussi un peu besoin des agriculteurs. On le disait aussi, pareil pour l'industrie, hein. Vous aussi, vous posez les questions de la survie de vos activités et de vos exploitations. Et voilà, il y a aussi ce souci que chaque agriculteur doit avoir de la résilience. Et on imagine qu'il faut les accompagner aussi vers des cultures qui peut-être seraient moins gourmandes en eau à l'avenir. C'est ce qui se fait. Il y a des projets régulièrement. Alors la difficulté de changer les cultures, c'est d'organiser les filières, c'est de trouver des débouchés. Et là, le rôle du consommateur est aussi important parce que une culture qu'on n'arrive pas à vendre, ça n'a pas d'avenir. Donc les agriculteurs, eux, décident au moment donné en fonction des outils qu'ils ont, donc de savoir s'ils vont pouvoir irriguer ou pas, c'est important, mais aussi de savoir si la culture qu'ils vont faire, ils vont pouvoir l'écouler ou pas. Et ça fait partie des paramètres des choix. Oui. Et on a besoin, si on doit conclure, vous l'avez dit, des agriculteurs, bien évidemment, pour nourrir les populations. Et c'est encore mieux quand c'est des agriculteurs locaux, on peut le dire au passage. Voilà. Parce qu'on peut manger des haricots verts qui viennent du Maroc, ça consomme moins d'eau localement, mais ça pose d'autres problèmes ailleurs et c'est pas forcément Il serait utile la solution. De compter l'eau qu'on prend chez les autres, ça serait toujours utile, mais c'est encore un autre sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette thématique de la connaissance pour bien anticiper et pour prélever intelligemment? Alors ce que je voulais aborder, si vous voulez, c'était déjà entre guillemets déflorer ou divulgacher, n'est-ce pas? Je voulais avoir une question ponctuelle. Qui actuellement assure la police de l'eau? Est-ce que c'est la direction départementale du territoire ou l'Office français de la biodiversité? À vrai dire, je ne sais pas du tout. La deuxième, c'était justement, j'avais envie qu'on aborde la question de la modification des assolements, ce que monsieur a abordé, je trouve que ce serait intéressant. Puis la troisième, qui est peut-être plus ponctuelle, pour l'Eure-et-Loir, je voudrais savoir quelle proportion de la production de céréales d'Eure-et-Loir est exportée. Voilà. Alors, ce ne sont que des questions pour vous, monsieur. Alors, pour la troisième question, je suis désolé, mais je n'aurai pas la réponse parce que elle existe sûrement, mais c'est pas mon sujet quotidien, donc je ne saurais pas vous répondre. Pour la police de l'eau, elle est organisée par la DDT, mais elle est exercée en partenariat avec l'OFB, effectivement. Donc sur le terrain, ça peut être aussi bien des agents de la DDT que des agents de l'OFB qui interviennent pour aller vérifier les installations, vérifier les compteurs, vérifier la bonne tenue du registre. Et chaque année, il y a
quelques dizaines de contrôles. Et ces contrôles débouchent, suivant les cas, soit sur des recommandations et des demandes d'amélioration, soit sur des procédures judiciaires derrière pour condamner les personnes qui sont en fraude, quoi. Donc il y a une double problématique. Il y a le respect de la gestion, mais il y a aussi l'état du dispositif de prélèvement pour préserver la nappe, donc de vérifier que la tête de forage soit conforme, qu'elle soit bien protégée, qu'il n'y ait pas de risques environnementaux majeurs créés par le dispositif de prélèvement. Et donc les contrôleurs sont chargés de cette double mission. Il y avait aussi la question des assolements, je crois. Alors sur les assolements, je l'ai évoqué, effectivement, ça reste un choix individuel aujourd'hui. On ne peut pas forcer un agriculteur, c'est un métier un peu libre, hein, il faut le reconnaître, on ne peut pas forcer un agriculteur à faire telle ou telle production. En fait, l'agriculteur fait un choix, fait un pari économique, et donc en fonction de la coopérative qui l'encadre, en fonction des entreprises éventuellement qui vont lui proposer des contrats de production, et des cahiers des charges qui vont avec, il va choisir d'engager telle ou telle surface et orienter ses choix de culture. La disponibilité de l'eau, effectivement, fait partie des critères de choix. Alors peut-être que quand la nappe est haute, il y fait moins attention parce qu'il n'y a pas de problématique immédiate. Par contre, quand il sait qu'il va avoir un volume restreint, c'est dans son intérêt d'adapter son assolement pour anticiper les difficultés qu'il va rencontrer. Donc la question des assolements, elle soulève une question de la liberté des agriculteurs vis-à-vis des semenciers et des vendeurs de pesticides. Oui, aussi. Alors effectivement, il n'est pas question de contraindre les agriculteurs, mais bon, les agriculteurs demandent de la liberté vis-à-vis, du contrôle de la consommation d'eau. Mais moi, je me suis laissé dire, je ne suis pas agriculteur, mais que la liberté des cultivateurs était relativement limitée par rapport à la production de semences d'une part, et ensuite la gestion des cultures via différents pesticides. Donc voilà. Alors j'ai pas cette vision-là, mais effectivement, il y a des contrats de production, par exemple sur des productions légumières ou sur des productions semencières, qui imposent le fait de pouvoir disposer de l'irrigation pour accompagner les cultures. Donc l'irrigation est un facteur important, et c'est pour ça aussi que les agriculteurs eux-mêmes sont soucieux de la préserver, et pour la préserver, il faut savoir aussi respecter l'environnement et respecter le cadre de gestion. Merci beaucoup Francis Golaz pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être sur d'autres parties aussi que l'agriculture, puisqu'on vous invite à poursuivre Mes collègues les échanges. s'ennuient. Non, mais c'est intéressant de voir tous les aspects de... Allez-y, on vous écoute. Bonjour, moi j'ai une question pour Monsieur Lanouguer. Quel est le débit qui est capable de refiltrer votre unité avant réutilisation? 20 mètres cubes heure. Merci. Question simple, réponse claire. Voilà, efficacité. Est-ce qu'il y a un autre point que certains voulaient évoquer? Non, c'est juste un élément synthétique. On est dans le domaine de l'eau et je pense que la transparence, elle est demandée à tous les niveaux et qu'il faut qu'elle existe à tous les niveaux. Et c'est assez incompréhensible qu'on ne puisse pas imposer aux agriculteurs ce que l'on impose à tous les usagers. Donc voilà. Moi, si j'étais en charge de la réglementation, je pense que je donnerais la direction à suivre. Et je crois que M. Golaz a dit qu'il y avait des projets et des travaux dans ce sens-là. Donc, visiblement, ça met un petit peu de temps aussi à se mettre en place et on le comprend bien. Au-delà de la transparence, moi, j'aimerais finir sur la transversalité entre les trois domaines, les collectivités, les industriels et aussi les agriculteurs. Il y a des choses qui peuvent se dessiner. Est-ce que on voit bien que chaque secteur se pose la question, mais comment vous arrivez à dialoguer? Tout à l'heure, Ludovic Lanouguer parlait de ce stock d'eau qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait donner à l'agriculteur d'à côté, mais ça demande un petit peu de logistique. Vous disiez, Cédric Morio, que vous aviez de la donnée, que vous la partagiez aux industriels. Est-ce qu'ils
qu'il manque ça aujourd'hui. Il manque les ponts entre les différents secteurs et ça pourrait faire avancer. Question difficile. J'ai peut-être un élément de réponse, c'est que Oui. sur le territoire donc de Bourges, on est en zone des répartitions des eaux et donc il y a un contrat territorial de gestion qualitative et quantitative de l'eau qui est en cours, qui est à sa deuxième phase. Là, on doit être à 4 ans maintenant, financé donc par l'agence de l'eau. Et nous, on a souhaité y faire partie. On n'a pas d'intérêt direct, immédiat à être dans ce contrat territorial, mais il nous a semblé important d'être présent en tant qu'industriel. Il y a un deuxième industriel qui nous a rejoint là dans la deuxième phase, mais dans la première, on était tout seul. Et ça nous a semblé important puisque Monin, c'est une entreprise qui exporte 80% de la production fabriquée à Bourges. On est souvent tourné vers l'étranger, mais enfin, la ressource en eau, elle vient de dessous nos pieds. Donc on a voulu en tout cas faire partie de ce contrat territorial et être dans ces discussions, apporter une voix, un éclairage que peut-être l'agriculture ou la collectivité n'est pas capable d'apporter ou auquel il ne pense pas. Donc, et un autre élément de réponse, c'est que sur un projet comme le nôtre, c'est impactant pour la collectivité financièrement, parce que le jour où on rejette plus d'eau, le jour où on en consomme moins, on finance moins les ouvrages, etc. Et donc ça pose une vraie question, je pense, à l'avenir sur le financement de l'eau, etc. Alors il y a déjà beaucoup de gens qui se la posent, moi j'ai pas les réponses, mais en tout cas le fait de discuter très tôt avec la collectivité. Alors à Bourges, ça bouge beaucoup, il y a un grand dynamisme même à l'échelle du département, donc on aurait pu, entre guillemets, nous mettre des bâtons dans les roues, si j'ose dire, et alors que, bon, voilà, même si les politiques savent que ce n'est pas leur intérêt à court terme de permettre un projet comme celui-là pour le financement, malgré tout, il y a un intérêt général qui dépasse tous ces intérêts économiques, et donc discuter tous ensemble. Ça se passe mieux quand on discute. Oui, au plus tôt, que chacun comprenne les intérêts des autres, les freins, les limites. On discute beaucoup avec la station là, sur la mise en route de l'installation, ça impacte, comment on doit continuer de rejeter, qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête. On est obligé de travailler tous ensemble. Ok, dans l'intérêt général. Cédric Moriot. Alors, sur le système, il y a effectivement le travail collaboratif qui est avec l'ensemble des industriels et on a exactement la même chose, que ce soit sur les prélèvements ou sur les rejets sur les stations d'épuration. Et de manière plus générale, on a vu quand même à travers la sécheresse de 2022 se mettre en place les assises de l'eau au niveau régional qui ont été évoquées hier au niveau de la plénière et qui ont été déclinées au niveau départemental. Et effectivement, avec l'ensemble des outils pilotés par l'Agence de l'eau qui permettent de mettre en relation les agriculteurs, les collectivités et les industriels. Donc il y a des outils de communication, il faut s'en emparer. Un dernier mot peut-être, Francis Golas. Si je peux compléter, donc il y a le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, donc la commission locale de l'eau, qui est un peu le parlement de l'eau sur local, qui est là pour assurer cette transversalité entre les différents usages et pour entendre tous les besoins. Et par ailleurs, il y a aussi ponctuellement des choses qui sont mises en place en plus du réglementaire. Par exemple, on a connu une situation un peu difficile au voisinage de Chartres sur l'approvisionnement en eau potable de Chartres Métropole. Aujourd'hui, on a une charte de gestion qui a été mise en place, qui est hors arrêté préfectoral et qui prévoit des restrictions pour les irrigants concernés au voisinage des forages AEP, mais aussi une gestion modérée et des règles qui s'appliquent à la collectivité. Donc on s'est parlé et on a cherché ensemble des solutions pour gérer la situation de crise qui se présentait. Et voilà, aujourd'hui, on aboutit, on a trouvé un terrain qui permet à tout le monde de fonctionner sans trop de heurts. Et en s'écoutant les uns les autres, c'est pas mal aussi. Ça. Merci beaucoup à tous les trois, c'est la fin de cette conférence. Merci d'être venus débattre déjà de cette volonté, parce que j'ai l'impression que ça part quand même d'une grande volonté de connaissance et de sobriété. Et on a bien compris qu'un état des lieux était important, ne pas brûler les étapes. Mais on sait aussi qu'il y a urgence à agir et je crois que tout le monde l'a répété aujourd'hui. Merci encore. On se retrouve à 14h pour une dernière conférence en partenariat avec le pôle Aquanova sur les enjeux du numérique dans l'aide à la décision. On sera encore sur la connaissance et comment elle peut aussi nous aider à avancer. Merci beaucoup et bon appétit. Merci à vous.